Dans le cerveau, vous avez des connexions synaptiques qui se forment à chaque seconde. Vous avez des neurones qui se connectent, ce qui fait que votre gamin, au fil du temps, il devient de plus en plus intelligent, de plus en plus agile par rapport à l'état d'avant. Sauf que sous exposition électromagnétique, vous allez bloquer ces connexions synaptiques. Vous allez les empêcher. Et ça va faire que votre enfant, il va être en situation de retard d'apprentissage. L'autorité parentale doit servir de modèle à l'enfant. Et donc ça veut dire que si vous voulez pas que votre gamin soit complètement drogué à la téléphonie mobile, il faut montrer l'exemple. On peut pas à la fois fournir au gamin la bouteille de whisky et venir lui reprocher après d'être alcoolique. Donc, on ne peut pas à la fois acheter le téléphone portable au gamin et après lui reprocher d'être complètement sous addiction, sous emprise du téléphone portable. Je suis pas en train de vous dire que c'est facile. Je suis en train de vous dire que il y a de l'effort à fournir et qu'il y a de la concertation, du dialogue à instaurer dans le noyau familial. Bonjour et bienvenue dans cette série d'émissions dans le cadre de la diffusion du livre-revue Il est l'heure de protéger les enfants, le système éducatif, un train qui fonce droit dans l'abîme, et du cahier qui l'accompagne, Il est l'heure de tracer sa voie hors des sentiers battus. Donc cette semaine d'émission sera consacrée à la thématique de l'hypertechnologie et de ses impacts sur les enfants, et aujourd'hui on va parler plus particulièrement de l'impact des ondes électromagnétiques sur les enfants. Et aujourd'hui, donc, pour parler de ce sujet, j'ai la joie d'accueillir Frédéric Furlano, qui est membre du conseil scientifique de l'association Robin des Toits. Donc, bonjour Frédéric. Bonjour Camille, merci de m'avoir invité et de recevoir l'association Robin des Toits. Merci à vous. Et est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et nous expliquer comment vous en êtes venu, rapidement, comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce sujet des ondes électromagnétiques? Alors, ben, c'est très simple. Alors déjà, l'association Robin des Toits est une association nationale hein, qui, en gros, avec l'arrivée de la téléphonie mobile et de l'installation de pylônes radiotéléphoniques sur les toitures, c'est d'où Robin des Toits, a commencé à s'intéresser au sujet dès le début des années 2000. Voilà. C'est une association qui promeut des systèmes de télécommunication sans effet sanitaire, sans effet sociétal et sans effet environnemental. Voilà. Et donc, pour ce qui nous intéresse ce soir, on va essentiellement se concentrer sur les effets sanitaires, qui sont nombreux et qui sont documentés depuis à minima 70 ans. Donc quand certains nous disent qu'on ne saurait pas, il y aurait des doutes, etc. Curieusement, il y a 70 ans, le lien de causalité n'était pas remis en cause. Il y avait une évidence entre l'émission de, par exemple, de radiofréquences et l'observation d'effets cliniques sur un panel de sujets. Voilà. Et tout ça, c'est parfaitement documenté sur les 70 ans écoulés. Alors évidemment, dès lors que la radiotéléphonie, les enjeux commerciaux ont commencé à émerger, c'est-à-dire à partir de la fin des années 90, début des années 2000, là, les choses ont été beaucoup plus compliquées à obtenir. Voilà. Mais avant la période euh, précédant ce déploiement, tout le monde reconnaissait dans le domaine scientifique la toxicité des ondes électromagnétiques, tant basse fréquence que haute fréquence. Voilà, il y a pas de sujet là-dessus. Hein. Il n'y a que les gens sous emprise et les illettrés qui prétendent le contraire. Voilà. Ok. Et donc pour vous, en ce qui vous concerne, Et comment vous en êtes alors, venu à... Oui. en ce qui me concerne, en fait, j'ai été depuis très longtemps sensibilisé aux problématiques de pollution environnementale. Alors j'ai commencé par les pollutions chimiques, les pollutions métalliques, et j'ai compris à partir de 1998, avec une étude menée par Madeleine Bastide du CHU de Montpellier, une étude menée sur le développement d'une batterie 2 exposée à des radiofréquences de radiotéléphone. J'ai compris que là, il y avait un problème sur le développement cellulaire, le développement donc embryonnaire de poussins,
puisqu'on a inversé la mortalité. C'est-à-dire que la batterie 2 en couveuse qui n'était pas exposée aux radiofréquences, il y avait 80% de vitalité et seulement 20% d'œufs qui ne donnaient pas naissance à des poussins. Et puis, curieusement, la batterie sous couveuse exposée aux radiofréquences d'un téléphone mobile, là, on a inversé la mortalité. On avait 80% de mortalité et l'essentiel de mortalité était situé tout autour de l'antenne du radiotéléphone. Voilà. Et là, je comprenais bien avec cette étude de Madeleine Bastide qui a été rendue publique en 1998, et j'ai de suite compris qu'il y avait un problème sur le développement du vivant, sur la vie cellulaire, une interaction majeure entre l'exposition électromagnétique et la vie cellulaire. Voilà. Donc, et après, il y a eu un accélérateur qui a été le déploiement forcené avec extorsion du consentement du système Linky lancé par Enedis à partir de l'année grosso modo 2015-2016. Voilà. Et donc ceci m'a conduit à investiguer en profondeur. Alors d'abord à titre personnel et puis à force de découvrir des perles de plus en plus énormes, ben j'en ai fait partager les gens qui m'entouraient, et puis j'ai rejoint à cette occasion l'association Robin des Toits. Voilà, tout simplement. Et accessoirement, comme j'ai un bagage scientifique me permettant de comprendre les publications qui sont nécessaires à la lecture, j'ai pas eu de difficulté à vite comprendre l'enfumage et la désinformation auxquels nous étions tous soumis, la fabrique du doute en quelque sorte, ce qui n'est pas nouveau, hein, puisqu'à chaque fois qu'il y a un scandale sanitaire, on commence toujours par expliquer aux gens qui émettent des doutes que ce qu'ils voient, ils ne le voient pas, qu'ils ne comprennent rien, qu'ils ne sont pas qualifiés, etc. Enfin bon, bref, la liste est longue pour dissuader les gens d'investiguer, et donc j'ai passé tous ces barrages et ce qui m'amène devant vous aujourd'hui. Voilà. Ok. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus spécifiquement de ces impacts des ondes électromagnétiques sur la santé et notamment sur les enfants et leur position aussi particulière par rapport à ce risque-là? Alors effectivement, bon, ce qu'il faut retenir globalement, hein, s'il y a quelque chose à retenir de cette interview, c'est que euh, le vivant, et en particulier les mammifères, dont les humains, sont mus par des activités électriques. Voilà, hein. Le cœur bat suite à des impulsions électriques en son sein, et le cerveau fonctionne avec des impulsions électriques, hein. D'ailleurs, la preuve en est que quand on veut mesurer l'état de santé de votre cœur, on fait un électrocardiogramme, hein. On mesure pas l'activité EDF, on mesure l'activité endogène de votre myocarde. Voilà. Quand on veut qualifier votre état de vie, en quelque sorte, on fait un encéphalogramme. Et cet encéphalogramme, par exemple, quand on dit encéphaloplat, ça veut dire que la personne est cliniquement décédée. Vous voyez, il n'y a plus d'activité cérébrale. Voilà. Et donc, ça veut dire que pour que le cerveau fonctionne, ce fonctionnement se fait à travers des flux électriques. euh, on dirait plutôt des flux électromagnétiques, voilà, au sein du cerveau. Voilà. Et donc, voilà deux organes, et c'est pas les seuls, hein, c'est voilà deux organes qui fonctionnent grâce à des activités électriques, et ben, ce fonctionnement ne peut pas faire autre chose que interagir et être parasité par une ambiance électromagnétique qui vient de l'extérieur. Voilà. Rien que ces deux paramètres font comprendre que là, on a un sujet, hein. Exemple concret, les personnes qui ont un pacemaker, hein, vous savez, une pile cardiaque, hein, sur la notice du pacemaker, il est écrit noir sur blanc qu'il ne faut pas faire interagir ce pacemaker avec des aimants, avec une exposition électromagnétique, un radiotéléphone, etc., à proximité de ce pacemaker, parce que ça interagit. Donc voilà, de ce point de vue-là, il faut bien comprendre que donc euh, en résumé, la biologie du vivant, on ne devrait pas parler de, de biologie tout court, on devrait parler plutôt d'électrobiologie, vous voyez.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que le vivant est essentiellement mu par des phénomènes électriques. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris ça, vu que le vivant est fondé sur des flux électriques, eh bien, on doit comprendre que derrière, la conséquence, c'est qu'une pollution, une ambiance électromagnétique exogène ne pourra pas faire autre chose qu'interagir avec le fonctionnement naturel du vivant. Voilà. Et alors pour ce qui concerne les enfants, parce que les enfants, il faut réaliser que ce ne sont pas des adultes en miniature. Les enfants, ce sont des êtres vivants en plein développement. Et quand on dit plein développement, il y a deux aspects. Il y a à la fois lecture du génome pour fabriquer de la protéine, parce que en fait la fabrication de la protéine pour que le bébé grandisse et grossisse, eh bien, la fabrication de protéines nécessite la lecture de notre génome et donc le déroulement de la chaîne ADN. Bah, il se trouve que les ondes électromagnétiques interagissent avec cette lecture du Qu'est-ce génome. que vous Donc entendez par voilà. la lecture du génome? Qu'est-ce Alors la qui lecture du lit? génome. Alors, pour comprendre la chose, c'est que euh, pour fabriquer de la protéine, le principe de fabrication nécessite de copier le mode d'emploi en quelque sorte. Et le mode d'emploi, c'est le génome. Par exemple, on a des milliers de gènes et la cellule va chercher le gène qui l'intéresse pour fabriquer telle protéine. Mais pour fabriquer cette protéine, on a besoin d'aller ouvrir la chaîne ADN et de faire une copie, de prendre une photo de la séquence qui nous intéresse. Et c'est là qu'on intervient, cette copie, elle intervient avec un ARN messager. Voilà. Et donc ça, cette copie, il faut qu'elle se fasse dans des conditions les plus stables possibles. C'est-à-dire que essayez de prendre une photo avec un appareil qui bouge. Hmm. Vous aurez une photo floue. Eh bien, il faut savoir que les ondes électromagnétiques font vibrer la chaîne ADN. Alors, il y a par moments, ils la font tellement vibrer que on obtient des brisures de cette chaîne ADN. Et ça, on peut le mesurer, hein, dans les paramètres sanguins notamment. On voit des protéines de rupture de brin dont la concentration augmente si jamais ce phénomène intervient. Voilà. Donc le premier, pour retenir Hmm. pour les enfants, le premier aspect, la première toxicité, c'est l'interaction avec la lecture du génome, ce qui est problématique. Voilà. Ensuite, une deuxième toxicité, c'est que parallèlement à ça, dans le cerveau, vous avez des connexions synaptiques qui se forment à chaque seconde, des connexions synaptiques par phénomène électrostatique. Vous voyez, vous avez des neurones qui se connectent, ce qui fait que votre gamin, au fil du temps, il devient de plus en plus intelligent, de plus en plus agile par rapport à l'état d'avant. Sauf que sous exposition électromagnétique, vous allez bloquer ces connexions synaptiques, vous allez les empêcher. Et ça va faire que votre enfant, il va être en situation de retard d'apprentissage. Alors ça peut se formaliser par un problème de cinématique, c'est-à-dire il va avoir du mal à se déplacer, à se mouvoir, ou bien des problèmes à former le langage, ou des problèmes à gérer correctement son environnement, et ainsi de suite. Voilà. Et donc ça se mesure bien. Il y a des études de cohortes, notamment une danoise en 2008 et 2010, deux danoises, sur des dizaines de milliers d'enfants, où on a pu mesurer l'effet de la consommation d'outils connectés par la famille durant la grossesse et voir l'effet que ça avait dans la capacité d'apprentissage de l'enfant après la naissance. Voilà. Et tout ça, c'est bien Hmm. corrélé. Voilà. Et Donc voilà deux grands aspects. Après, les ondes électromagnétiques, elles ont de multiples effets, hein. Elles ont tendance à activer, à dynamiser l'activité bactérienne. C'est pas de chance parce que dans la première année de l'enfance, après la naissance, c'est là qu'on observe une plus grande vulnérabilité au, à l'antibiorésistance, vous voyez. Donc, si vous avez un enfant malade, que vous voulez lui prescrire des antibiotiques pour le soigner,
sous exposition électromagnétique, vous arrivez à exciter les bactéries au point qu'elles vont résister aux antibiotiques. Vous voyez? Donc Mm. ça c'est pas une très très bonne idée. Et ça c'est pareil, c'est parfaitement documenté et c'est connu depuis les années 70. Donc on vient de pas nous dire que je suis en train de sortir des études trop récentes pour avoir été intégré et permettre une précaution supplémentaire. Je devrais même dire une prévention, puisque vous savez certainement la différence entre la précaution et la prévention. La prévention intervient sur un phénomène établi et parfaitement documenté. La précaution intervient sur un domaine sur lequel on aurait des doutes et pas suffisamment documenté. Là, on ne devrait même plus parler de précaution, de principe de précaution sur la problématique des ondes électromagnétiques. On devrait plutôt parler de principe de prévention. Voilà. Mais bon, là, pour arriver à ce stade-là, il faudrait avoir des ministres qui savent lire. Et pour l'instant, malheureusement, c'est pas ce que l'on peut constater. Et donc pour revenir aux enfants, donc en fait, est-ce que donc par rapport à ce que vous dites, notamment sur donc si j'ai bien compris, c'est particulièrement grave pour eux cette exposition parce que ils sont en train de développer donc que ce soit au niveau des connexions neuronales et au niveau de leur ADN, c'est en développement et donc ça Oui, interagit, ça altère ce processus et donc ça fait qu'il y aura des conséquences pour eux à vie en fait. Dans leur construction, oui, il y a des choses qu'ils ne pourront pas développer. oui, absolument. On a des études également qui montrent l'interaction des ondes électromagnétiques avec le développement de la moelle épinière, les interactions des ondes électromagnétiques avec le développement osseux. Donc, quand on parle d'effets à vie, je suis en train de citer deux exemples où là, on a des phénomènes dont on peut soupçonner le caractère définitif. Mm. Voilà. Donc après, que l'État fasse son travail, que les agences sanitaires fassent leur travail en complétant les études dont nous disposons déjà, de manière à les étendre sur des périmètres suffisamment significatifs pour que tout le monde soit bien convaincu de la toxicité, des mécanismes de toxicité des ondes électromagnétiques. Voilà. Et Donc là, encore une fois, on voit bien que le déni institutionnalisé autour de ce risque-là, il est plus lié à l'emprise des enjeux commerciaux de la radiotéléphonie que à un éventuel doute ou à une éventuelle insuffisance de preuves scientifiques sur le sujet. Les preuves scientifiques sont pléthoriques, je le répète, depuis 70 ans. Voilà. Il est d'ailleurs regrettable que les parents des enfants ne mm. s'en saisissent pas. Voilà. Alors, on va toujours m'expliquer que la littérature scientifique est souvent compliquée, souvent inaccessible, etc. Mais j'objecterai tout de même que à l'heure d'Internet, de l'intelligence artificielle, des traducteurs quasi automatiques, on utilise encore ce genre d'argument à deux francs pour nous expliquer le caractère inaccessible de la littérature scientifique. Voilà. Celui qui a vraiment envie, il y a accès. Et puis, celui qui est le plus fainéant possible, il lit ce livre-là, L'arc-en-ciel invisible d'Arthur Firstenberg. Et là, il va découvrir une montagne d'informations sur l'histoire des effets sanitaires des ondes électromagnétiques sur le vivant. Il n'y a plus de débat. Le débat, c'est, comment dire, l'éventuelle controverse n'est que pour ceux qui sont sous emprise et les illettrés. Ceux qui, en somme, les gens qui n'ont pas envie de reconnaître la vérité scientifique sur ce risque-là. Voilà. Bon, oui, sur ça, c'est clair que effectivement, il n'y a pas de doute à avoir. Euh, mais pour revenir par rapport aux enfants, vous parliez d'impact aussi donc sur sur le développement de l'apprentissage
Oui, Et je pensais, absolument. et donc est-ce que vous faites un lien direct avec, parce que c'est aussi un des sujets que nous abordons dans la revue, c'est l'augmentation justement de tout ce qui est troubles, que ce soit troubles du langage, tout ce qui est les dyslexies, etc., tout ce qui est les troubles Oui, de tout à l'attention fait. ces dernières années. Donc vous faites le lien direct avec les ondes parce qu'en fait, souvent, enfin, encore, c'est pas toujours reconnu, mais on entend parler quand même du lien entre les écrans et ces troubles-là, mais rarement de l'impact des ondes. Donc, vous faites vraiment Oui. ce lien avec les ondes. Alors, si vous voulez que les choses soient bien claires, je ne suis pas en train de vous expliquer que les ondes électromagnétiques sont les seuls responsables des effets que vous décrivez. Je suis simplement en train de vous expliquer que l'observation clinique des effets que vous décrivez sont le fait combiné de multiples pollutions. Multiples pollutions, parmi lesquelles les ondes électromagnétiques, parmi lesquelles la pollution agrochimique, hein, en particulier tout ce qui est neurotoxique, en particulier pour ceux qui veulent des détails, les molécules néonicotinoïdes, les molécules SDHI, succinate déshydrogénase inhibitor, qui s'attaquent au métabolisme cellulaire et notamment au système nerveux central. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont conçues, ces molécules, parce que pour les insectes et les champignons, elles s'attaquent au système nerveux central des insectes et des champignons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc qu'on Mm. vienne pas nous expliquer que sur les mammifères, ça n'aurait aucun effet. Sachant que les mammifères, c'est pas de chance. Les mammifères, les champignons, les insectes ont les mêmes mitochondries à peu de choses près. Donc quand on s'attaque aux mitochondries de ces différentes entités, on s'attaque au même principe physique dans la mitochondrie. Et donc derrière, chez les mammifères, faut pas être étonné d'avoir des développements de troubles métaboliques qui conduisent à ces problématiques-là. Et ça peut aller jusqu'à les maladies neurodégénératives, ça peut aller également jusqu'à de l'électro-hypersensibilité, au point que vous avez des personnes qui sont incapables de vivre ou incompatibles pour vivre dans une ambiance électromagnétique. Et c'est ce qu'on retrouve chez un paquet d'enfants. Le problème de fond est le suivant, c'est que comme vous avez un corps médical qui n'est pas formé, je dirais même plus, c'est pas tant qu'il ne soit pas formé, en plus il est désinformé. Étant désinformé, il n'est pas prêt de produire un diagnostic pertinent. Donc il y a plein de sujets qui sont désorientés, qui ne sont pas orientés vers la bonne direction quand il s'agit d'établir un lien entre leurs troubles physiologiques et la nature de ce qui les perturbe. Par exemple, une mixité d'exposition, soit à des molécules agrochimiques, soit à des ondes radiofréquences, puisque aujourd'hui dans l'habitation on en trouve de manière pléthorique. Hein. Qui n'a pas la montre connectée, qui n'a pas l'enceinte connectée, qui n'a pas la Wi-Fi branchée en permanence à la maison, qui n'a pas le téléphone portable branché en permanence à la maison, la Wi-Fi à l'école c'est pareil, etc. Donc ça fait que vous avez un cocktail détonnant qui ne peut pas produire de bons effets, vous voyez. Et cumulé à ça, si vous avez un corps médical qui n'est pas correctement formé et informé, il n'est pas en capacité de produire un diagnostic pertinent et derrière d'orienter correctement les sujets. Oui. Et donc, en fait, quand vous parlez de tous ces effets couplés, ça me fait dire, qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui dirait, mais en fait, de toute façon, des pollutions, il y en a plein, il y en a partout, on ne peut pas les éviter. Et qu'est-ce qui fait que... et de toute Alors façon, déjà, c'est le monde mauvaise... d'aujourd'hui. Je sais que c'est... Oui, voilà. Mais c'est un peu pour... ma question, c'est plus, qu'est-ce qui fait la spécificité de cette pollution électromagnétique et pourquoi c'est d'autant plus important de se protéger de celle-ci et qui ferait dire, on va dire, sortir d'un peu d'un sentiment d'impuissance et d'accablement que des fois, enfin, moi, je remarque chez certaines personnes qui disent, bon, ben, de toute façon, on peut pas se protéger de tout. Et qu'est-ce que, je dis pas que c'est vrai, mais en tout cas, qu'est-ce qui fait que ces ondes-là, cette pollution électromagnétique, elle est particulièrement dangereuse et importante à prendre en compte? Alors, je vais répondre à la dernière question en tout premier.
Et puis, je vous félicite, hein, parce que là, vous avez dressé le tableau des éléments de langage classiques qu'on entend. Les gens pensent qu'ils ont une pensée autonome et indépendante, et effectivement, ils sont tellement sous emprise qu'ils, euh, euh, à leur corps défendant, ils en viennent à réciter par cœur les éléments de langage que l'on leur impose tous les jours dans les médias. Sur, il faut vivre avec son temps, c'est le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que vivre dans un environnement pollué. D'ailleurs, qui l'a écrit ça? Qui l'a dit qu'il fallait choisir entre santé et par exemple, activité professionnelle ou qu'il fallait choisir entre santé et monde moderne? D'où ça vient ça? D'où ça vient, franchement? Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais- Mm. et j'ai une autre bonne nouvelle. Il paraît qu'on était en démocratie et que la population était en capacité de choisir son devenir. Alors il faut savoir, si la population est en capacité de choisir son devenir, euh, pourquoi devrait-elle choisir de vivre dans des conditions sanitaires de plus en plus dégradées, dans une insalubrité de plus en plus dégradée, au motif qu'il fallait faire moderne? Vous voyez? Mm. D'où ça vient ça? Donc, ce sont des schémas de pensée qui nous sont imposés. C'est la fabrique c'est ce qu'on appelle la fabrique du consentement. Ça, c'est abondamment documenté. Donc, voilà. Ça, c'est le premier aspect des choses. Je réponds à votre question sur quelle est la spécificité des ondes électromagnétiques. Vous avez raison de poser cette question parce que c'est une question fondamentale. Ce que Robin des Touans essaie de passer comme message, c'est que la pollution électromagnétique n'est pas une pollution supplémentaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous vivons dans un environnement multipollué, avec de la pollution chimique, avec de la pollution métallique, avec de la pollution électromagnétique. Voilà, en gros. Et effectivement, on pourrait penser en première lecture à se dire, bon, ben, on est dans un monde multipollué, donc une pollution de plus ou de moins, la belle affaire. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que non, la pollution électromagnétique n'est pas une pollution de plus parce qu'elle déverrouille les systèmes de protection de la physiologie qui permettaient de tolérer les autres pollutions. C'est-à-dire, en quelque sorte, votre corps est muni de barrières et de filtres qui permettent, grosso modo, de retarder, qui permettent une meilleure résilience vis-à-vis des pollutions chimiques et métalliques. Voilà. Et la pollution électromagnétique déverrouille ces protections. C'est comme un petit peu si vous étiez au milieu d'un château fort avec les murailles, les barrières qui vous protègent de la pollution, les adversaires à l'extérieur. Et là, vous faites intervenir la pollution électromagnétique et la pollution électromagnétique lève la herse, abaisse le pont-levis, ouvre les fenêtres et là, d'un seul coup, tout ce qui est à l'extérieur rentre à l'intérieur du château fort. C'est exactement ce qui se passe avec les ondes électromagnétiques. C'est ça qui en fait une toxicité à deux niveaux. Toxicité intrinsèque des ondes électromagnétiques, je l'ai expliqué tout à l'heure, effet sur le génome, effet sur la lecture du génome, effet sur le développement cérébral, effet sur le fonctionnement hormonal, effet sur le système immunitaire, effet en gros sur le développement de l'enfant, et puis par ailleurs un effet levier sur l'amplification de la toxicité des autres pollutions sur la physiologie. Voilà. Donc, en ce sens-là, la pollution électromagnétique ne peut pas être considérée comme une pollution anodine. C'est un système qui interagit fortement avec le fonctionnement physiologique du vivant Et qu'est-ce et qui... qui f- rend, Pardon. et qui rend le fonctionnement physiologique du vivant encore plus vulnérable à toutes les autres pollutions. Voyez? Donc vous avez deux crans de toxicité. Vous prenez la toxicité intrinsèque de la pollution électromagnétique et en plus, vous avez la vulnérabilisation vis-à-vis des autres pollutions chimiques, métalliques, etc. Et qu'est-ce qui crée Donc vous cet êtes effet-là? complètement, c'est justement la suppression des barrières et des filtres qui vous permettaient jusqu'à présent de bien tolérer les autres pollutions. J'ai un exemple concret. Pour protéger le cerveau c'est l'organe majeur euh, du mammifère. Hein. Avec le cerveau, vous avez les fonctions automatiques et puis pour l'homme, notamment, vous avez les aspects de réflexion, de mémoire, de concentration, etc. Bref. Et donc là, à l'intérieur du cerveau, vous avez ce qu'on appelle une barrière qu'on appelle hémato-encéphalique, c'est-à-dire vous avez une couche qui est
euh, relativement étanche qui enveloppe tout le système veineux à l'intérieur du cerveau. C'est la barrière hémato-encéphalique. Elle est constituée, pour les spécialistes, elle est constituée des pieds d'astrocytes qui viennent recouvrir la couche extérieure de chaque vaisseau sanguin et qui évitent aux toxines, aux macromolécules qui circulent dans le sang, dans les vaisseaux sanguins, qui évitent à ces molécules qui pourraient être toxiques pour le cerveau de rentrer dans le cerveau. Les ondes électromagnétiques, en provoquant une situation inflammatoire, ont tendance à desserrer les jonctions de ces pieds d'astrocytes qui entourent de matière relativement étanche, pas à 100%, les vaisseaux sanguins. Sous inflammation, sous exposition électromagnétique, on assiste au desserrement de ces pieds d'astrocytes, voire même il quitte le vaisseau sanguin, et ce qui fait que le vaisseau sanguin délivre à 100%, il est devenu perméable, et il délivre à 100% les macromolécules qui circulent en son sein, elles peuvent fuiter dans le cerveau. Et le cerveau, il n'y a pas de système de nettoyage. Donc le cerveau se met à stocker des toxines, notamment des métaux, si dans le sang il y a des métaux, et ainsi de suite. Et là, vous vous mettez en situation de neuro-inflammation. Et c'est ça qui peut conduire notamment à des situations comme l'électrohypersensibilité, c'est-à-dire une intolérance à l'exposition, une intolérance totale à l'exposition aux ondes électromagnétiques. C'est-à-dire que là, quand vous êtes électro-hypersensible, on parle là d'exclusion sociale, parce que vous n'avez plus accès au domaine public dans lequel vous baignez dans l'onde électromagnétique. Vous n'avez plus accès aux écoles, en tout cas au niveau éducation nationale, puisque là, la religion de l'éducation nationale, c'est l'enseignement par le digital, par l'accès au numérique. Et comme on est dans une religion obscurantiste, quelqu'un a décidé qu'il fallait que la connexion se fasse en sans fil, donc par exposition aux ondes électromagnétiques. Vous voyez, je suis même pas en train de remettre en question, bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire sur l'enseignement par le numérique. Je suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler du mode de connexion au numérique. C'est ça qui pose le plus de problèmes dans les établissements scolaires. C'est-à-dire le mode sans fil, la Wi-Fi, pour ne pas la citer, qui est la plus toxique pour les enfants. Juste une précision, quand j'expliquais tout à l'heure que euh, les ondes électromagnétiques altéraient le fonctionnement cérébral, notamment empêchaient le développement cérébral, juste une précision, le cerveau devient mature à partir de l'âge de 20 ans. Donc on n'est pas en train de parler des effets toxiques sur les bambins qui sont au primaire. On est en train de parler des effets toxiques sur les enfants du primaire jusqu'au lycée, Donc, y compris les adolescents qui ont y compris les un adolescents. portable, Et c'est moi qui vais vous poser une question, Camille, maintenant. Qui est le plus gros consommateur en téléphonie mobile? les jeunes, Qui passe des heures au carré sur le téléphone portable, de préférence collé à l'oreille? Qui? les jeunes. C'est, c'est pas papy et mamie à 80 ans. Ce sont les adolescents. D'où un facteur de risque accru. Et donc concrètement, euh, quels impacts ça a en fait sur un adolescent qui donc passe des heures sur son portable? Enfin, quel risque en fait ça occasionne cette exposition? Bon, un adolescent ou même un enfant, puisqu'il y en a qui ont des portables de plus en plus tôt. Alors, si vous voulez un enfant qui développe un Alzheimer ou en gros une maladie neurodégénérative à partir de l'âge de 25 ou 35 ans, vous lui achetez un téléphone portable dès l'âge de 5, 6, 7 ans, comme c'est le cas pour la plupart des familles, et là vous augmentez vos chances de manière significative pour avoir déclenché chez l'enfant qui va surconsommer puisqu'il va utiliser ça comme n'importe quel jouet, qui va s'exposer sans discernement parce qu'il n'aura pas été prévenu, les mesures de prévention
n'auront pas été prises, etc., vous augmentez de manière très significative son facteur de risque. Vous n'atteignez pas 100% de certitude, mais vous augmentez son facteur de risque. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est documenté depuis un minimum 1973. Donc on vient de pas nous dire que on ne sait pas, c'est pas documenté. Il y a même une méta-analyse qui démontre ça avec des études à partir de 1973 jusqu'à aujourd'hui. Donc on sait que même le facteur primordial, c'est le taux de concentration de calcium intracellulaire. C'est ça qui va déclencher l'occurrence de la maladie neurodégénérative. Ça, c'est documenté. Donc, il y a pas de sujet là-dessus. Si les gens veulent avoir les références, elles peuvent être délivrées avec les liens vers les publications en bas de la vidéo que vous allez publier. Voilà. Et donc ça, concrètement, enfin, ça s'observe de plus en plus comme ça, des gens de 25-30 ans qui développent des maladies d'Alzheimer ces dernières Oui, années. absolument. Alors en fait, ce qu'on observe, c'est que contrairement à la soupe de désinformation que le corps médical nous a délivrée pendant des décennies sur l'origine de la maladie d'Alzheimer qui serait liée au vieillissement naturel de la population, etc., tout ça, c'est du blabla, hein, cela n'est fondé sur aucune étude sérieuse. Ce que l'on sait, c'est que les maladies neurodégénératives ne sont le fruit que d'un empoisonnement par les pollutions environnementales auxquelles les générations ont été successivement exposées. Alors ça, c'est donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que les maladies d'Alzheimer ne sont pas le fruit que des ondes électromagnétiques. Elles peuvent être le fruit de l'exposition comment dire, aux molécules de l'agrochimie, notamment les neurotoxiques, mais également les métaux, en particulier le mercure et l'aluminium. Juste une petite précision quand même, parce que il y a toujours des gens qui ont des problèmes de culture, culture scientifique et de culture historique. Alzheimer, le docteur Alois Alzheimer était un médecin c'est lui qui a diagnostiqué pour la première fois, dans l'ère moderne en tout cas, la maladie d'Alzheimer en 1907 sur une personne qui avait 52 ans de mémoire. C'était une femme, elle avait 52 ans. Bon, alors déjà, même en 1907, 52 ans, ce n'était pas être grabataire, vous voyez. Donc, il a pourtant diagnostiqué ça dans sa bonne ville de Francfort. Et devinez ce que l'on retrouve dans la bonne ville de Francfort en 1907, c'est l'utilisation dans l'eau de ville de sel d'aluminium pour traiter l'eau de ville, ce que l'on voit aujourd'hui dans toutes les villes de l'Hexagone. Hein. Et ça, 1907, ça a été mis en place en 1870 dans la ville de Francfort. Voilà. Donc ce que je vous dis, c'est pas une preuve scientifique. Ce que je vous dis, c'est une une coïncidence. Il se trouve que la ville de Francfort a été la première en Europe à utiliser les sels d'aluminium pour traiter l'eau de ville à partir de 1870. Et comme de par hasard, pas de chance, c'est aussi la même ville de Francfort qui voit apparaître le premier sujet diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer en Hmm. 1907, 37 ans plus tard. Voilà. Hmm. Donc, chacun y verra ce qu'il veut. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que la maladie d'Alzheimer, dans ce cas-là, est liée à une pollution environnementale, un empoisonnement par les sels d'aluminium. Et qu'on ne vienne pas m'expliquer que euh, ceci ne serait qu'élucubration. L'aluminium est notoirement connu pour être neurotoxique. Oui. Voilà. Donc, et c'est le même phénomène, le même principe global avec les ondes électromagnétiques par la perturbation des canaux calciques et le trouble apporté sur le niveau de concentration en calcium intracellulaire. Et ça, les ondes électromagnétiques agissent sur ce paramètre-là, et c'est ça qui peut déclencher des maladies neurodégénératives par les ondes électromagnétiques. Et ce qu'on observe avec le temps, c'est que le temps de latence entre l'exposition et le déclenchement de la pathologie a tendance à se réduire avec l'effet cocktail chimique, métallique et électromagnétique. Donc avec le temps, oui, on observe un rajeunissement, à la fois un rajeunissement des malades et à la fois une latence, une durée d'exposition plus courte pour déclencher la maladie. Hmm.
Ok, et je me demandais donc, parce que donc vous parlez de cette fenêtre de 0 à 20 ans par rapport au système nerveux central, et je me demandais, est-ce que plus quand même, est-ce qu'il y a quand même, est-ce que quand même plus l'enfant est exposé tôt, et je pense aussi à, en fait, dans une autre intervention, vous parliez de l'exposition dès même la phase fétale ou embryonnaire. Oui, Et je me oui, dis, enfin peut-être, j'aimerais bien que vous développiez ce point-là, et aussi de voir est-ce que plus ça arrive tôt, plus le risque est grand quand même, et plus il y a des risques oui, cumulés, absolument. j'imagine. Plus on expose tôt l'enfant dès l'état fœtal, plus le risque augmente. Le risque de déclenchement de pathologies aussi exécrables que, par exemple, maladies neurodégénératives. Ce qu'il faut retenir, c'est que les gens psychotent beaucoup sur le cancer. D'ailleurs, l'OMS ne semble s'intéresser qu'au cancer, hein, puisque l'OMS a catégorisé comme possiblement cancérigènes tant les radiofréquences que les basses fréquences à deux périodes différentes, mais sans se préoccuper ou sans statuer sur les autres effets toxiques, vous voyez. Et donc ça, c'est profondément regrettable. Ça laisse penser aux gens que il n'y aurait que le risque cancérogène par rapport aux ondes électromagnétiques. Mais non, il y a tout un panel étendu d'effets exécrables des ondes électromagnétiques sur le vivant. Et plus vous y prenez tôt, évidemment, à des états précoces, et ben plus vous allez déclencher une batterie d'effets cliniques. Alors ça peut être de l'immunodéficience, hein, ce qui est en période épidémique peut poser un problème tout de même. Je suis même très étonné que l'État pense pendant la période Covid en priorité à déployer des antennes 5G plutôt que de se préoccuper d'armer les hôpitaux pour absorber la vague épidémique et les gens qui sont malades. Voilà, bon, je pose juste une question, un Vous étonnement, vous voulez voyez? dire que dans ces cas-là, ça peut accentuer finalement le risque épidémique Bien ou sûr, le nombre de malades, bien les sûr, ondes. Hmm. bien sûr. Bien sûr, il a été montré aussi par l'équipe de l'IHU de Marseille, hein. Il y a une belle conférence là-dessus où on montre l'amplification de la contagiosité virale par par phénomène électrostatique. Vous voyez, il y a les récepteurs s'apparient les uns aux autres par électronégativité ou électropositivité. Alors vous comprenez bien que si vous mettez ces phénomènes-là, vous les stimulez avec une ambiance électromagnétique, vous allez exacerber le caractère électropositif ou électronégatif des récepteurs qui vont se s'apparier de manière plus marquée sous exposition électromagnétique. Mais Ok. bon, là, ça Oui, supposerait oui. des études plus poussées sur le sujet, mais ça supposerait que, en gros, l'ANSES fasse son travail, ce qui à l'heure actuelle n'est pas le cas. L'ANSES, c'est l'agence de sécurité sanitaire qui n'emporte que le nom en France. D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez quand même développer un petit peu cet exemple pour revenir aux enfants, cet exemple sur l'exposition en période fétale, en fait, enfin, que pour faire, ben, justement parce que on s'adresse aussi aux parents et en fait qu'ils puissent comprendre que, en fait, même enfin, les mères, qu'en fait, même dès la grossesse, elles peuvent mettre en danger leurs enfants si elles les exposent, leurs futurs enfants, si elles Alors, l'exposent aux ondes. ah, absolument, moi j'ai vu une méta-analyse très intéressante qui a été publiée récemment, qui montre un risque augmenté de fausses couches dans les premières semaines de la grossesse sous exposition électromagnétique tant radiofréquence que basse fréquence. Alors pour résumer, les radiofréquences c'est la téléphonie mobile et les basses fréquences c'est le réseau électrique. Hmm. Donc aussi Voilà. l'électricité. Et ouais. Et donc, par exemple, bon, dans la chambre à coucher, parce que c'est là que on est exposé le plus longtemps, a priori entre 6 et 8 heures par jour, hein, peut-être certains, les gros dormeurs, 10 heures par jour. Comme en général, quand on dort, en général, on est relativement immobile, on ne change pas de distance par rapport au mur, et souvent dans les murs, il y a les câbles électriques. Et comme en général dans les habitations, les câbles électriques ne sont pas blindés, donc ils sont au niveau radioélectrique, ils fonctionnent comme des antennes.
Et donc, les perturbations qu'il y a sur le réseau électrique sont émises par ces câbles et qui viennent donc, si vous êtes contre un mur, avec votre lit contre un mur, ben, vous êtes exposé, sans vous en rendre compte, aux basses fréquences du réseau électrique. Ce que je dis est également valable avec si vous avez dans une habitation en tout électrique, si vous avez un radiateur électrique avec une caisse métallique. En général, les normes étant très mal faites, en tout cas par rapport à la santé publique, elles dispensent très souvent de doter le radiateur électrique d'une prise de terre, ce qui fait que le radiateur électrique se transforme en antenne des perturbations électriques qui se développent sur le réseau électrique. Et donc, si votre lit est à proximité de ce radiateur, vous recevez les pulsations de cette antenne malgré vous. Voilà. Donc, D'accord. c'est pas bien grave si ça se passe sur 5 minutes. Ça devient problématique si c'est 8 heures tous les jours, pendant 10 ans ou 20 ans. Vous voyez? Parce que la toxicité, ce n'est pas... En fait, souvent, les normes et les seuils sont définis pour ce qu'on appelle des toxicités aiguës, c'est-à-dire qu'il faut tomber malade ou mourir dans les minutes qui viennent. Vous voyez? Donc, c'est l'hypocrisie du monde moderne. Si s'il n'y a pas un caractère spectaculaire et immédiat, on n'en tient pas compte. Mais il faut avoir en tête la toxicité long terme. Et la toxicité long terme, elle n'a plus besoin de ce caractère puissant au début. Vous pouvez avoir des phénomènes à basse intensité, mais du fait de la durée, qui deviennent toxiques sur plusieurs mois, plusieurs années. Mm, mm. Et C'est donc, en ce sens-là que, par exemple, une chambre d'enfant, et il faudra éviter d'être à proximité des câbles électriques dans les murs, d'être à proximité d'un radiateur électrique, d'éviter par exemple les babyphones. Ça, c'est la dernière bêtise à faire des parents, et de ne pas se faire leurrer par le marketing des vendeurs de babyphones qui vous font croire qu'il n'y aurait pas d'émissions électromagnétiques par tel ou tel modèle. Le babyphone, à partir du moment où il n'est pas relié en filaire, il faut bien qu'il communique. Donc, en communiquant, il émet des ondes, en particulier des radiofréquences. Et alors, en général, vous mettez ça dans la chambre du bébé, voire même dans le lit, à proximité du bébé. Et donc, ça, c'est un facteur de risque supplémentaire pour avoir un enfant qui a des retards d'apprentissage. Les fameux enfants 10, dyspraxie, dyslexie, etc. Voilà, donc babyphone à proscrire impérativement, hmm, par exemple. ok. Et donc, pour finir sur ces risques et après passer plus justement aux solutions possibles à mettre en place, pour Alors donc... déjà, oui, excusez-moi, quand vous parlez de solutions, là, les solutions, c'est d'éviter déjà tout ça. Moi, oui, les solutions, c'est prendre conscience que ces objets, parce que je sais bien qu'on est dans le monde du gadget et de la modernité, donc celui qui n'a pas l'objet connecté, c'est un plouc. Vous voyez? Et donc, il est en retard par rapport à son voisin. Donc, on est dans une espèce de course frénétique en avant où c'est à celui qui aura toujours le dernier modèle, le dernier cri de tel ou tel objet. Il faut prendre conscience que ces technologies ne fonctionnent pas par miracle. Voilà, elle fonctionne en étant connectée et le principe de connexion se fait par radiofréquence. Et donc, dès lors que la radiofréquence intervient, eh bien, il y a un risque sanitaire, surtout quand l'exposition est à proximité et prolongée. ok. Alors, qu'est-ce que concrètement les parents ou les adultes peuvent mettre en place pour protéger les enfants de tout ça, finalement, et on va dire dès finalement la phase embryonnaire jusqu'à l'âge adulte, puisque finalement les Alors, effets. c'est une très bonne question. Selon moi, il faut travailler selon deux axes. Le premier axe, c'est la réduction de la pollution électromagnétique dans l'habitation ou la réduction de la pollution électromagnétique dans l'environnement quotidien. Alors ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est empêcher l'occurrence de l'addiction aux technologies. Parce que les technologies dont on parle, elles fonctionnent pour la plupart avec émission d'ondes électromagnétiques. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure là de la question des écrans. C'est pas de chance parce que les tablettes, les smartphones, etc. ne fonctionnent que par émission électromagnétique. Le mode de connexion aujourd'hui, majoritairement, il est basé sur l'émission d'ondes électromagnétiques. Donc, vous pouvez pas avoir sur ces dispositifs
l'écran sans la pollution électromagnétique, vous voyez? Alors qu'il y a des possibilités. Ça, c'est une question de configuration de ces objets, mais ça, c'est au distributeur à configurer correctement ces objets pour qu'on puisse les utiliser également câblés. Voyez? Mais comme tout le monde pense que la liberté, c'est le sans fil, donc indirectement, on se pollue. Donc, je parle souvent de la euh, similitude, pardon, de la similitude entre le scandale du tabac et le scandale des ondes électromagnétiques. Sur le tabac, vous aviez deux facteurs qui jouaient. La nicotine pour le caractère addictif, vous empêchez d'arrêter, et les toxines qui vous polluaient notamment les poumons, voilà, et votre environnement. Eh bien, pour les ondes électromagnétiques, on retrouve ces deux caractères-là. On retrouve le caractère addictif qui est l'écran. Et alors l'écran combiné avec tout un tas d'applications, toutes inutiles les unes, plus inutiles les unes que les autres, mais elles ont pour objectif de vous relancer en permanence avec un ping, avec un signal qui fait que vous avez le nouveau message et que vous dites ah c'est la nouvelle du siècle. Donc il faut absolument que je réfère à mon téléphone portable qui est à proximité. Et donc ça vous garde captif. Et ça provoque un phénomène addictif, vous voyez. Et donc ce phénomène addictif, c'est équivalent à la nicotine, est cumulé à la toxicité des ondes électromagnétiques. Voilà. Donc ce que je vous disais là, en termes de solution, il y a deux axes à travailler. Donc, hein. La réduction du niveau de pollution en limitant le nombre d'objets dans l'environnement quotidien, le nombre d'objets émetteurs d'ondes électromagnétiques. Alors on peut dresser la liste. Hein. Et puis l'autre axe, si vous êtes déjà dedans, c'est la résolution de l'addiction. Et si vous n'êtes pas dedans, c'est d'éviter de rentrer dans ce profil addictif, c'est-à-dire, par exemple, commencer par ne pas acheter, offrir à l'enfant un téléphone portable qui va le rendre addict et derrière va augmenter son niveau d'exposition, que vous le vouliez ou non, aux ondes électromagnétiques. Voilà, ça c'est les deux axes principaux à travailler. Alors maintenant, si vous le souhaitez, je peux rentrer dans les détails à prescrire pour chaque axe. Bien, si vous voulez brièvement, oui. Alors, pour la question de la réduction de la pollution électromagnétique, le premier aspect, c'est rendre visible l'invisible. Donc, c'est de se doter d'un appareil de Mm. mesure, grand public, hein, il en existe autour d'une centaine d'euros, pour identifier dans son logement où sont les objets émetteurs d'ondes électromagnétiques. Bon, alors je vous dirais qu'il y a certains objets, il n'y a pas besoin de capteurs pour savoir qu'ils émettent des ondes électromagnétiques. Je pense en particulier à la montre connectée, je pense en particulier à la box Wi-Fi. Hein, il faut en priorité se doter de box Wi-Fi dont la Wi-Fi peut être neutralisée euh, sans avoir à éteindre la box, c'est-à-dire que je suis en train de vous parler d'un mode de connexion à Internet en câblé et proscrire tout mode de connexion sans fil. Voilà, ça vous évite d'avoir la Wi-Fi en permanence chez vous. Les téléphones sans fil sur socle, les fameux DECT, c'est-à-dire les téléphones qui ressemblent à des téléphones portables, mais que vous posez sur un socle dans le domicile. Ça, c'est plus pollueur que le téléphone portable que vous amenez dans la rue, voyez. Donc ça, c'est à proscrire. Il faut se doter de téléphones filaires dans le domicile. Voilà. Donc voilà, ce sont des précautions de base. Par exemple, quand vous voulez cuisiner, évitez de cuisiner avec des plaques à induction, parce que ça, c'est éminemment polluant. Je pense en particulier aux mamans enceintes, quand elles cuisinent avec le ventre au niveau des plaques à induction, c'est pas la meilleure idée qu'elles aient Mm. puisque ces plaques à induction pulsent des ondes à 100 kHz environ, et donc ça, c'est éminemment toxique pour le développement fœtal. Vous voyez? Oui. Et Donc voilà, c'est attendez, je reprends le fil. Ça, c'est rendre visible l'invisible et identifier les appareils pollueurs dans l'habitation ou dans l'environnement de vie quotidienne. Voilà. Et une fois qu'on a identifié ces objets pollueurs,
eh bien, il faut dépolluer, c'est-à-dire extraire de l'environnement de vie quotidien tous ces objets et les remplacer par des objets qui ne polluent pas. Voilà. Donc, éviter de s'offrir des enceintes connectées, des montres connectées, etc. La montre connectée, il faut quand même que les gens réalisent, hein, tout de même, hein, la montre connectée, quand elle est fixée sur le poignet, elle provoque l'hémolyse des hématies qui passent au niveau du poignet, quand même, hein, parce que la montre connectée, pour qu'elle soit connectée, elle émet des radiofréquences. Donc c'est pas bon pour la santé, vous voyez. Vous dézinguez complètement vos hématies. Les hématies, c'est les véhicules, ce sont les véhicules qui transportent l'oxygène, vous voyez. Pareil, évitez tout ce qui est connecté dans les oreilles. Par exemple, les pods là que vous mettez dans les oreilles, ça pollue en radiofréquence parce que ça émet du Bluetooth et ça pollue également en basse fréquence parce que souvent la pile qui permet au pod là que vous mettez dans l'oreille là pour entendre la musique, etc. Cette pile, c'est pour des raisons de compacité, c'est souvent une pile de 1,5 volts, mais l'oreillette, elle fonctionne pas à 1,5 volts, elle fonctionne à 6 volts. Et donc, pour passer de 1,5 volts à 6 volts, on hache le courant et on utilise un principe électronique qui émet des basses fréquences, vous voyez. Donc, vous êtes en permanence dans cet environnement multipollué, vous voyez. Alors, et c'est pas de chance parce que la nature nous a mal construit. Nous avons le cerveau pile entre les deux oreilles. C'est dommage. On devrait avoir les oreilles au niveau des talons, vous voyez. Et donc, comme le cerveau est particulièrement vulnérable aux ondes électromagnétiques, utiliser des oreillettes sans fil, c'est pas la meilleure idée du moment. Vous voyez. Je sais bien que ça fait moderne, mais c'est pas, pour résumer, c'est insulter l'avenir. Vous voyez? Hmm. Voilà. Donc voilà, dans les mesures à prendre, hein, éviter de se polluer, enlever tout ce qui pourrait être émetteur, en somme, rationaliser l'usage de connexion. Je suis pas en train de dire aux gens qu'il faut pas se connecter au réseau Internet, au réseau téléphonique. Je suis en train de dire qu'il faut choisir la solution technologique la plus sécure au niveau sanitaire pour avoir cette connexion au réseau téléphonique ou Internet. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de dire aux gens retournons à la lampe à huile comme certains le souhaiteraient, mais je dis plutôt utilisons intelligemment. Personne nous a forcé à être bêtes. On est plutôt d'une manière générale intelligente. Donc, qu'est-ce qui nous obligerait à choisir les solutions technologiques les plus toxiques? Oui, C'est voilà. Dans les solutions, voilà une solution essentielle à intégrer. Voilà. Et ensuite, pour empiler dans les solutions, c'est informer massivement la population parce que la plupart des gens ne se doutent même pas de ce niveau de toxicité et sur les méthodes toutes simples qui coûtent pas cher pour les éviter, pour éviter la toxicité. Vous voyez? Donc ça, c'est réduire la pollution. Et pour la question de résoudre le caractère addictif, eh bien là, ça veut dire que dès le plus jeune âge, donc ça fait référence à l'autorité parentale qui doit servir de modèle à l'enfant. Et donc ça veut dire que si vous voulez pas que votre gamin soit complètement drogué à la téléphonie mobile, il faut montrer l'exemple. Ça veut dire que les parents doivent éviter de se comporter comme des drogués à la téléphonie mobile eux-mêmes, pour pouvoir embarquer les gamins dans une logique vertueuse. hmm. Oui, cette Voilà. responsabilité de montrer l'exemple. Et Hmm. oui, c'est quand même essentiel. Alors après, prendre conscience aussi de l'emprise sectaire du tout connecté. Alors, j'aimerais juste préciser les critères dans lesquels on définit une dérive sectaire. Une dérive sectaire est définie avec les critères suivants. Il faut qu'il y ait simultanément déstabilisation mentale, rupture avec l'environnement d'origine, atteinte à l'intégrité physique, embrigadement des enfants, allégeance inconditionnelle et doctrine incitant à des actes contraires à la législation et portant atteinte au droit à la dignité de l'homme. Mais je suis en train de décrire tous les aspects délétères du tout connecté. Ouais.
Je suis en train exactement de décrire ça. Donc, il faut prendre conscience que le tout connecté est une dérive sectaire. Ah, oui, c'est vrai Donc, que vu sous ce point de vue. vous vouliez des solutions, je suis en train de vous décrire le panel des solutions. Maintenant, la vraie question, c'est la volonté. Est-ce que Mm. la population veut être acteur ou est-ce qu'elle est seulement un spectateur passif? C'est ça l'enjeu. En tout cas, il n'y a pas de solution gratuite sans effort. Ça n'existera pas. Et les problèmes auxquels les familles sont confrontées aujourd'hui de par le caractère d'emprise de leurs adolescents, ils tombent pas du ciel. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu un défaut de vigilance des parents pour accompagner l'enfant dans la bonne direction, parce que l'enfant, lui, il découvre une technologie, il est né avec, et il n'a pas forcément l'esprit critique pour savoir quelles pourraient être les limites. Dans le panel des solutions pour réduire le caractère addictif de tous ces systèmes connectés, dont sont friands nos adolescents, il y a un aspect qui est essentiel, c'est recréer du lien social hors de la dépendance aux réseaux sociaux technologiques. Le réseau social, c'est un artifice qui met en contact des gens qui sont extrêmement éloignés. Mais que fait-on des gens qui sont tout proches, notamment dans le noyau familial? Donc il faut instaurer en quelque sorte des rituels. Alors des rituels au sein du foyer familial, hein, c'est-à-dire par exemple le repas, c'est le moment où la famille est réunie avec tous les objets connectés loin de la cuisine pour éviter toute tentation, où on peut instaurer un dialogue, etc. Mais pareil avec l'environnement de vie, les relations qu'on peut avoir à proximité dans le village, dans la ville, dans le quartier, etc. Voilà, ça c'est réinstaurer du lien social parce que mine de rien, tous ces objets connectés, on dispose d'un paradoxe, hein, d'un paradoxe plutôt étonnant, c'est que sous des aspects de faciliter la connexion et de faciliter la communication entre les gens, les gens paradoxalement n'ont jamais été aussi seuls Mm. qu'aujourd'hui, avec des multitudes de possibilités, de moyens technologiques pour être en contact avec les uns les autres, et très souvent à l'autre bout de la planète, alors que les gens sont même pas capables de parler à leurs voisins. Vous voyez? Donc réinstaurer le lien social, c'est fondamental et découvrir parce que c'est pas impossible. Hein, je suis pas un archaïque. Hein, je vis avec mon temps et pour autant, il m'arrive parfois d'oublier d'allumer mon téléphone portable le week-end. Ah, mais comment fait-on pour vivre sans téléphone portable? Alors déjà, moi j'ai un téléphone portable parce que j'ai été obligé d'en avoir un. Parce que ben, comme on supprime toutes les alternatives, notamment les cabines téléphoniques, eh ben, à un moment donné, si vous voulez, dans le domaine public, vous voulez pouvoir passer une communication privée sans dépendre de quelqu'un d'autre, eh ben, vous vous dotez d'un téléphone portable. Mais le téléphone portable, c'est moi qui le sonne. C'est pas lui qui me sonne. Mm. C'est moi qui le sonne. Voilà, il y a un écrivain très célèbre qui disait que le téléphone portable, c'est un bracelet électronique et que ça lui déplaisait fortement de vivre sous bracelet électronique. Et moi, je renchéris là-dessus, je dis, c'est un outil technologique qui vous permet une connexion avec un confort facilité, parce que vous pouvez, sans avoir à disposer de trouver une cabine téléphonique qui n'existe plus aujourd'hui, eh bien, vous avez cette possibilité-là, mais c'est moi qui le sonne, donc je l'éteins et quand j'en ai besoin, je l'allume. C'est Mm. pas lui qui va me dicter ce que je dois faire dans la vie de tous les jours, vous voyez. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est moi qui l'utilise. C'est moi qui utilise mon téléphone portable. C'est pas lui qui m'utilise. Le progrès, c'est l'humain qui doit l'utiliser. C'est pas l'humain n'est pas au service du progrès technologique. D'ailleurs, le progrès, la notion de progrès doit être une notion de progrès humain, pas de progrès technologique. Vous voyez la distinction? Donc il Mm. faut se réapproprier ces moyens technologiques, ne pas être esclave des moyens technologiques et savoir les utiliser à bon escient. Voilà, c'est ce réapprentissage qu'il faut désormais réinstaurer. Voilà. Et oui, alors par rapport à ça,
parce que je trouve c'est important à nommer aussi que c'est quand même possible. Moi, en l'occurrence, je n'ai pas de téléphone portable depuis 3 ans. Et je trouve que c'est intéressant là, j'ai vu qu'il y avait un mouvement qui s'est monté en Espagne d'adolescents sans portable. Et je trouve que c'est important aussi de pouvoir euh, avoir en tête que finalement, dans l'optique de recréer ce lien social, je pense que on est dans une société qui crée beaucoup de besoins, qui nous fait nous dire ah mais si, mais en fait, on peut pas vivre sans, ou ah mais si, mais en fait, sinon on n'aurait pas de vie sociale. Et je pense que c'est très intéressant ce que vous amenez par rapport au fait de recréer un vrai lien social finalement, puisque on voit que c'est marrant parce que en parallèle avec justement cette montée des outils technologiques comme ça, des smartphones, des réseaux sociaux, il n'y a jamais eu autant en même temps de jeunes et d'adolescents qui souffrent de problèmes comme des phobies scolaires ou des choses qui en Ouh, fait sont complètement enfin, en difficulté pour avoir des vraies relations sociales. absolument. Et je trouve que du coup, c'est intéressant aussi. Enfin, je me demandais qu'est-ce que vous diriez aussi, enfin, quelle responsabilité les parents peuvent prendre là-dedans. Enfin, moi, je trouve c'est important j'entends souvent, enfin, que des parents qui disent, bon, bah, au début, mon enfant n'avait pas de portable, mon adolescent, et à un moment, j'ai craqué. Parce que, il y avait la pression sociale, parce Sous la qu'il me pression, demandait. oui, Et en fait, je me dis, mais absolument. qu'est-ce que vous diriez, justement, ou peut-être quels conseils vous pourriez donner aux parents pour justement avoir cette, force d'autorité finalement face à ces adolescents parce qu'on sait que justement jusqu'à 20 ans, c'est hyper important enfin, qu'ils puissent avoir un environnement sain pour leur système nerveux. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez finalement? En fait, c'est les mêmes conseils que pour la tabacologie. C'est-à-dire que la meilleure façon de s'arrêter de fumer, c'est de ne pas commencer. Donc là, en l'occurrence, de ne jamais céder quant à l'âge d'acquisition d'un téléphone portable pour l'enfant. Il y a plein de parents qui se trouvent rassurés parce que ils ont l'impression que en dotant leur gamin d'un téléphone portable, ils vont pouvoir savoir où il est, pouvoir à tout moment être en contact avec lui. Ça, c'est un leurre. Voilà, il y a différentes manières de s'organiser différemment. Voilà, c'est un leurre esclavagiste, hein, puisque après on rentre dans la sphère infernale, puisque là on, on peut pas à la fois fournir au gamin la bouteille de whisky et venir lui reprocher après d'être alcoolique. Donc on ne peut pas à la fois acheter le téléphone portable au gamin et après lui reprocher d'être complètement sous addiction, sous emprise du téléphone portable. Alors j'entends bien que il y a la pression sociale, hein. On voit là le même phénomène que avec le phénomène des marques de vêtements il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, parce que sous la pression sociale, il fallait absolument acheter le pantalon de la marque qui convenait, parce que tous les copains de la bande avaient les mêmes pantalons, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, la pression sociale se retrouve exactement appliquée sur l'utilisation du téléphone portable. Donc c'est une question de coordination avec les parents des autres enfants, se mettre d'accord, savoir ce que vous voulez, si vous voulez vraiment le meilleur pour votre enfant, ben c'est clair que ça doit passer sans téléphone portable. Il n'y a pas d'ambiguïté là. Je suis pas en train de, voilà. Euh, Sauf dans le cas où les enfants sont capables d'utiliser ces outils-là de manière modérée. Mais qu'est-ce que ça veut dire modéré? Modéré, ça veut dire pas plus d'une demi-heure par jour. Hmm. C'est pas Vous très connaissez beaucoup réalisé. d'enfants Non. capables de résister à la tentation d'utiliser le petit joujou moins d'une demi-heure par jour? Voilà. Donc le problème, il est là. C'est un choix, hein, un arbitrage à faire. Voilà, ce sont les parents qui sont responsables de l'encadrement de leurs enfants, qui viennent pas se plaindre ensuite des effets délétères de la bouteille de whisky qu'ils auront confiée à leur gamin. S'ils pensent qu'en confiant une bouteille de whisky à leur gamin, le gamin va pas être tenté de l'ouvrir et de consommer ensuite d'être alcoolique, on vit pas dans le même monde. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. On peut pas à la fois se plaindre des conséquences des causes qu'on a nous-mêmes développées. Tout à fait.
Eh bien, je pense que sur ces sages paroles, si c'est bon pour vous, on va arrêter l'émission ici. Et donc, merci Frédéric Furlano pour toutes ces informations et pour avoir participé à l'émission. Et Alors, oui, je tenais à vous oui. remercier. Pour motiver les parents dans ce choix qui est difficile, hein, je suis pas en train de vous dire que c'est facile. Je suis en train de vous dire que, il y a de l'effort à fournir et qu'il y a de la concertation, du dialogue à instaurer dans le noyau familial. Voilà. Et éventuellement dans le cercle d'amis. Pour les motiver, les ondes électromagnétiques, il faut savoir qu'elles produisent une baisse de la tension, une baisse de la mémoire, une chute du sommeil, de la qualité du sommeil, donc une fatigue chronique, donc une prédominance, un risque plus élevé à développer des dépressions. Et c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, hein. Troubles de la communication et du langage, etc. Donc, pour éviter tout ça, il faut éviter de mettre le doigt dans l'engrenage. Et on parlait de réinstaurer du lien social. J'enfoncerai le clou en réinstaurant le lien avec la nature. C'est-à-dire que le téléphone portable a pour effet de mettre le sujet sous emprise et de le déconnecter complètement de la nature. Et un retour à la nature vous facilitera grandement votre indépendance vis-à-vis de ces outils addictifs. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est vraiment très important de d'avoir en tête pour bien maîtriser ce qu'il peut l'être dans un contexte, il faut quand même l'avouer, notamment en société de consommation, etc., qui ne rend pas les choses faciles. Voilà. Et ensuite, éventuellement, de se rapprocher de l'association Robin des Toits. Et alors, j'en profite pour conseiller la lecture, puisqu'on est dans les solutions, la lecture du manifeste Robin des Toits, Libérons-nous du tout connecté. Vous avez toutes les solutions détaillées vers une société qui permet d'utiliser à bon escient les systèmes de télécommunication sans avoir les effets toxiques sur la santé. Voilà. Ça, c'est un livre qui vient de sortir. Ok, eh bien, merci pour toutes ces réponses et pour ces solutions pleines d'espérance. Et bien, c'est la fin de cette émission, donc merci Frédéric. Et, Merci beaucoup. et, pour, Merci à tous. et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et vous pouvez retrouver tous les liens dont nous avons parlé dans cette vidéo, les différentes références en dessous de la vidéo. Et vous pourrez également retrouver le lien vers le livre revu et le cahier que nous avons publié, donc en dessous de la vidéo avec le lien vers le site internet et le lien pour pouvoir les commander. Eh bien, merci à vous et bonne journée à vous et à bientôt sur cette chaîne ou en vrai, ce qui serait encore mieux.